Salam alaikum. C'est un plaisir d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Et donc, j'ai la tâche de vous parler aujourd'hui de syndrome cardio-rénal et forcément du point de vue de ma pratique, et donc qui est forcément différente de celle des cardiologues, mais nous avons les mêmes patients et donc nous allons essayer d'en parler rapidement. Hop. Et donc, encore une fois. Et bienvenue à vous à Fès, puisque j'ai appris que c'était la première fois que l'AMCAR vient à Fès, régional de l'étape, donc bienvenue. Et donc, je vais vous parler d'un sujet plus que jamais d'actualité. Et rien que cette semaine, tous les néphrologues ont reçu l'annonce de l'organisation de la conférence de controverse. C'est une conférence très attendue en milieu néphrologique sur le sujet, c'est-à-dire l'association maladie rénale et insuffisance cardiaque, les avancées récentes et les challenges actuels. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Elle aura lieu en mars 2024. Et dans cette controverse, il y aura donc beaucoup de thématiques qui seront abordées, mais je vous fais remarquer ici que la dernière controverse sur cette thématique a eu lieu en 2017 et jamais la communauté néphrologique n'a tenu de conférence de controverse aussi rapprochée sur une même thématique. Et donc, nous revenons en 2024 pour en discuter. Parce qu'il y a eu beaucoup de nouveautés, parce qu'il y a forcément la place des inhibiteurs de SGLT2 qui sont maintenant disponibles partout. Une enquête de la Société africaine de néphrologie a permis de révéler que tous les pays africains, par exemple, disposent d'inhibiteurs de SGLT2 et que c'est une pratique courante de l'utiliser dans plusieurs indications. Je ne vais pas m'y attarder. Mais il y a énormément de nouveautés aussi dont il faut tenir compte, notamment le traitement actuel de l'insuffisance cardiaque avec tous ces médicaments, qui concernent tous nos patients et forcément vont concerner des patients qui ont une atteinte rénale et leur place mérite d'être discutée. Il y a aussi énormément de patients qui arrivent au stade d'insuffisance rénale chronique terminale qui sont exclus de toutes les études et qui ont besoin d'une réponse à titre d'information. Actuellement au Maroc, 38 000 personnes sont suivis régulièrement en traitement de suppléance par hémodialyse chronique, par exemple. Et donc, c'est quelque chose qui nous intéresse. Et nous savons que l'insuffisance cardiaque et les coronaropathies sont les principales causes de morbimortalité chez ces patients-là. Et donc, quand on parle d'une question qui concerne deux spécialités essentiellement, forcément, on verra la question avec ses propres priorités, mais le malade sera notre priorité finalement à tous les deux. Eureka est un groupe de travail qui s'intéresse donc, aux maladies cardiovasculaires et l'atteinte rénale à l'échelle européenne, et lui aussi a placé le syndrome cardio-rénal cette année comme priorité. Après toute cette introduction, je reviens aux fondamentaux. Cette classification du syndrome cardio-rénal, qui n'est pas si ancienne que ça, mais qui est maintenant adoptée par tout le monde, avec ces 5 types. Elle a le mérite d'être facile, avec ces 2 premiers types où un patient est hospitalisé ou suivi en cardiologie et a besoin peut-être d'un avis néphrologique et donc il y a une implication néphrologique à l'atteinte cardiaque primitive. Le type 3 ou 4 dans lequel le patient a une atteinte rénale primitive, qu'elle soit aiguë ou chronique, et qui a des complications cardiaques nécessitant bien sûr un avis cardio. Et le type 5 où on a les deux à la fois dans le cadre d'une maladie plus générale, sepsis, cirrhose, maladie auto-immune. Et donc, devant faire des choix pour répondre à la question en quelques minutes, j'ai fait ces choix-là. C'est de parler du syndrome cardio-rénal, c'est-à-dire cardio avant rénal,
donc type 1 et type 2. Donc l'atteinte cardiaque est primitive, aiguë dans le type 1, plus chronique dans le type 2, et avec une gestion médicamenteuse, gestion des diurétiques particulièrement et la volémie particulièrement, et le recours aux techniques d'ultrafiltration ou de dialyse chez des patients ayant une atteinte cardiaque rentrant dans le cadre d'un syndrome cardio-rénal. Et je vais donc commencer par la gestion médicamenteuse en situation d'insuffisance rénale chez des patients cardiaques. Et pour cela, la première question qu'on se pose, c'est celle de la fiabilité des moyens à notre disposition pour évaluer la fonction rénale. Et en cas de syndrome cardio-rénal, vous le voyez ici, il y a une surestimation de la fonction rénale. Donc, c'est difficile de tenir compte des formules classiques qui sont actuellement la plus utilisée est la formule de MDRD qu'on a tous sur nos smartphones. La valeur qu'on a ne reflète pas forcément la réalité. Et quand on prend uniquement les erreurs supérieures à 30%, donc vraiment significatives, elles concernent 67% des patients. Donc, oui, on va utiliser ces formules-là pour comparer chez un même patient la situation à deux moments différents, mais c'est très difficile d'utiliser la formule pour avoir un avis tranché définitif. Il y a de nouveaux marqueurs en dehors de la créatinine. Ces mêmes formules ont été adaptées au nouveau marqueur qui est la cystatine, qui n'est pas encore de pratique courante au Maroc, mais s'installe en plus dans différents pays. Et là, le risque d'erreur diminue relativement par rapport à la créatinine. Et il faut remettre en question ces filtrations glomérulaires estimées par ces différentes formules, particulièrement dans certaines situations. Lorsqu'il y a une dénutrition, lorsqu'il y a une résistance aux diurétiques et lorsqu'il y a une discordance entre la variation de l'urée et la variation de la créatinine sans qu'il y ait d'hypovolémie. C'est-à-dire qu'on voit que la créatinine a augmenté de façon relativement plus importante que l'urée ou vice-versa. Et là, on se dit, les formules d'estimation ne sont pas forcément adaptées dans ces situations. Et donc, on va quand même les utiliser pour avoir une orientation et, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir des chiffres comparatifs au fil du temps chez un même patient. Et pour cela, nous avons des applications, RenAdaptor, GPR ou autres, qui permettent d'estimer la fonction rénale, d'adapter la posologie et d'essayer d'éviter la toxicité rénale de certains médicaments. Et donc, ce sont des outils pratiques et accessibles, donc, des applications smartphone et sur Internet. Quand on est dans un contexte aigu, comme dans le syndrome cardio-rénal de type 1 par exemple, où l'insuffisance cardiaque aiguë va donner une insuffisance rénale aiguë, nous allons évaluer, et cette fois-ci, un message important, les formules d'estimation dont on a parlé, MDRD, Cockcroft, CKD-EPI, etc., ne sont adaptées que dans la situation chronique. Et donc, adapter, et la meilleure façon de le prouver, c'est que quelqu'un qui n'a pas uriné depuis 12 heures a un débit de filtration glomérulaire à 0, puisqu'il n'a pas épuré. Et pourtant, sa créatinine va être à 20-25 mg par litre. Et si on s'amuse à utiliser une formule d'estimation, on trouvera une valeur qui n'a rien à voir avec la réalité. Et donc, en situation aiguë, il y a d'autres classifications, notamment celle-là, classification Rifle, pour risk, injury, failure, loss, end stage. Vous voyez que c'est progressif, ça tient compte de deux paramètres, la créatinine, mais surtout donc la diurèse au fil du temps, et cette diurèse doit être évaluée régulièrement. Le deuxième message quand on parle de cette classification, c'est que quand on est en situation aiguë, on risque d'évoluer vers la chronicité. Le seuil adopté habituellement est de 3 mois. Quand on n'a pas récupéré au bout de 3 mois, on est passé à la chronicité. Mais les dernières recommandations néphrologiques ont introduit un niveau intermédiaire dernièrement pour parler des patients qui n'ont pas encore atteint les 3 mois, mais qui ne vont pas dans le bon sens et qu'il faut prendre en charge différemment. Ils sont en train d'associer une lésion aiguë avec un potentiel élevé d'évolution vers la chronicité. Parmi les choses, les éléments à évaluer, c'est la distinction entre une insuffisance rénale
fonctionnelle et une insuffisance rénale organique chez un patient donné. Et l'un des messages contre lesquels on essaie de lutter, c'est que le fonctionnel est forcément une déshydratation. Parce qu'on se retrouve facilement à l'hôpital devant des patients à chaque fois qu'ils ont une insuffisance rénale en train d'être rempli et on parle de test de remplissage. Ce test de remplissage, bien sûr, vous, cardiologue, n'accepterez pas puisqu'il a en même temps une insuffisance cardiaque et ce n'est pas ce qu'on cherche ni au milieu néphrologique ni au milieu cardiologique. Et donc, on lutte contre ce message-là. On préfère le message fonctionnel égal réversible jusqu'à preuve du contraire. Et donc, on va essayer de faire de notre mieux pour corriger tout cela. Et donc, parmi les moyens à notre disposition pour évaluer la situation, c'est d'utiliser un ionogramme urinaire. Ionogramme urinaire en situation chronique, c'est-à-dire à l'état d'équilibre, on n'a pas modifié dernièrement, durant les dernières 48 heures, au moins les dernières 24 heures, la dose de diurétique. Il n'y a pas eu de variation importante de la volémie. Ce ionogramme urinaire sera intéressant parce que les entrées sont égales aux sorties et il peut donc nous donner des informations intéressantes. La natriurèse divisée par 17 va nous donner une idée sur la consommation sodée. L'urée urinaire divisée par 5 va nous donner une idée sur la consommation protidique. La créatininurie va nous donner une idée sur la masse musculaire, mais aussi sur le recueil des urines de 24 heures. Et si la valeur est trop basse, ça veut peut-être dire que le patient n'a pas recueilli les urines de 24 heures. Vous me direz, on préfère maintenant le rapport albumine sur créatinine ou protéines sur créatinine qui sont des marqueurs cardiovasculaires et rénaux. Et vous voyez que j'ai mis exprès marqueur cardiovasculaire avant de mettre marqueur rénal, conscient de l'importance de ce marqueur en milieu cardiologique. En situation aiguë, il y a un déséquilibre et on est en train de juger les mécanismes d'adaptation rénale et on peut utiliser à ce moment-là un échantillon pour différents paramètres. Parmi ces paramètres, c'est le rapport sodium sur potassium urinaire et la natriurèse qui vont nous aider à éliminer une insuffisance rénale fonctionnelle. La fraction d'excrétion de l'urée, le rapport urée sur créatinine et bien d'autres marqueurs qui seront utilisés en situation aiguë et qui vont nous permettre d'adapter notre traitement. Finalement, l'ionogramme urinaire est peut-être l'un des éléments qu'on sous-utilise actuellement et auquel il faudrait accorder plus d'importance, particulièrement dans ce contexte de patients ayant un syndrome cardio-rénal, pour guider le traitement. Le traitement, vous voyez, qui se base sur donc les 4 moyens classiques maintenant de traitement chez ces patients-là, mais avec des nouveautés thérapeutiques et des situations ici spécifiques aux patients qui ont une insuffisance rénale avancée ou à ceux qui ont une résistance aux diurétiques et qui peuvent avoir besoin d'une épuration, une ultrafiltration plutôt, pour rétablir la volémie. J'en parlerai tout à l'heure. Bien sûr, les inhibiteurs de SGLT2 dans tout ça auront un effet antidiabétique, un effet cardioprotecteur et un effet néphroprotecteur. Et pour répondre à la question classique du point de vue du néphrologue, l'effet antidiabétique des inhibiteurs de SGLT2 paraît quand on a une cléarance de la créatinine inférieure à 30 par minute, donc ça ne sera plus un antidiabétique. Mais on continuera à l'utiliser pour ses effets cardioprotecteurs et néphroprotecteurs. Et il y a l'AMM, mais il y a les recommandations internationales. Notre AMM est très en retard, donc je parlerai des recommandations internationales qui disent qu'on peut introduire l'inhibiteur de SGLT2 jusqu'à un débit de filtration glomérulaire estimé à 20 millilitres par minute. Donc, on peut y aller jusqu'à 20. Et les études qui baissent encore plus. Et on continue, même si on baisse à moins de 20. Parce que l'introduction à ce seuil, on n'a pas le droit d'initier à moins de 20 pour l'instant. Mais on peut continuer quand on est à moins de 20. Et la preuve, il y a des patients actuellement dialysés un peu partout qui reçoivent des inhibiteurs de SGLT2. Donc, hors AMM, il faut leur consentement et des explications basées sur des arguments scientifiques.
mais ça existe et certainement cela se reflètera sur les prochaines recommandations. La gestion des diurétiques est très importante. Nous savons tous que les diurétiques agissent à différents niveaux. Les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, on va les oublier pour le moment. On va parler plutôt de ces trois classes-là, les diurétiques de Lens, les thiazidiques et les épargneurs du potassium pour être simple. Et vous voyez que l'efficacité est d'autant plus importante qu'on est au début de notre néphron, c'est-à-dire au niveau du tube contourné proximal, puis au niveau de l'anse d'un LA, et que l'efficacité des diurétiques est moindre dans les segments plus distaux. Mais en résumé, ce qu'on utilise en pratique, c'est le furosémide, l'hydrochlorothiazide, l'indapamide et la spironolactone, bien que d'autres peuvent être utilisés, mais je ne peux pas insister sur ces éléments. Et chacun a ses récepteurs sur lesquels il va agir. Et rétablir une injustice envers donc les thiazidiques, parce que depuis de nombreuses années, on dit qu'ils sont contre-indiqués chez l'insuffisant rénal et qu'en pratique, les néphrologues les utilisent tous les jours chez l'insuffisant rénal. Et il y a eu des publications, des recommandations qui ont changé, et on peut dire maintenant que longtemps considérés comme inefficaces dans l'insuffisance rénale chronique stade 3 et 4, les thiazidiques, on peut les utiliser, particulièrement quand on a une résistance, parce qu'on se prive, chez des patients à haut risque de résistance diurétique, on se prive d'une arme qui est très utile, et on peut associer furosémide, thiazidique, plus une action avec un épargneur du potassium. Et donc, parce qu'il y a un mécanisme très simple, c'est quand on donne un diurétique dans un segment, il y a une réaction dans les segments suivants. Il y a donc plus de réabsorption dans les segments suivants, atténue l'effet du diurétique initial. Donc, si on a donné un diurétique au niveau de l'anse, c'est normal que dans les étapes suivantes, il y ait une réabsorption. On peut bloquer en donnant des diurétiques qui agissent les segments plus, et notamment ici, les thiazidiques. Et comme ça, l'association est plus efficace et on dira moins qu'il y a une résistance aux diurétiques. Donc, les diurétiques de Lens, on va préférer le furosémide. On va le répartir sur la journée, plus élevé en une seule prise. Et maintenant retenu que la dose de 250 mg par jour est la dose seuil pronostique. Les patients sont à domicile. Donc, on augmente à domicile sans problème. Les patients arrivent à une faible dose, ne répondent pas, on augmente et on augmente jusqu'à 250 mg par jour. Et au-delà de ce seuil, on se dit qu'il faut peut-être agir en milieu plus surveillé, en milieu hospitalier. Et là, on va jusqu'à 1 gramme par jour. Et donc, on a une marge énorme d'action avec les diurétiques de Lens. Avec les diurétiques thiazidiques, on a l'indapamide et l'hydrochlorothiazide. Et il y a les épargneurs du potassium pour lesquels il faut une surveillance particulièrement donc, de la kaliémie chez des patients qui ont beaucoup de médicaments qui agissent sur la kaliémie également. Les règles d'or de prescription du diurétique sont élémentaires et en général, donc on va insister sur la restriction sodée. C'est quelque chose de très important parce que quand on donne du furosémide, par exemple, il a un effet natriurétique supérieur à l'effet aquarétique. Et il a donc un effet natriurétique. Et c'est illogique d'éliminer l'excès de sodium et de ne pas insister sur la restriction sodée. C'est quelque chose de très important. Et donc, la restriction hydrique doit accompagner cela, puisque le diurétique a l'effet aussi donc, sur l'eau. Et on va faire un bilan entrée-sortie. Il est bien sûr essentiel. On peut associer différentes, je l'ai déjà dit, différents diurétiques et on va les répartir sur le nictémère pour que l'action diurétique soit répartie et plus efficace sur les 24 heures. Et on passe à la voie intraveineuse, donc si on a une forme sévère. Et à ce moment-là, on va augmenter la dose, voire la doubler. Dans cette revue de Cochrane en 2020, il y a 3 messages que j'ai soulignés concernant la perfusion continue des diurétiques de Lens chez ces patients-là. Et vous voyez que
avec ces essais sur plus de 250 patients atteints d'insuffisance cardiaque congestive, l'utilisation de la voie intraveineuse va permettre d'augmenter le volume de diurèse. Elle n'a pas d'impact par rapport à la voie orale sur les troubles électrolytiques et elle donne moins d'effets indésirables. Finalement, on ne doit pas avoir peur de l'administration d'une très forte dose de diurétique de l'ANS par voie intraveineuse. Et comme c'est par voie intraveineuse en milieu médical surveillé, avec une restriction hydrique, au pire, si le patient se déshydrate, on peut compenser. Une déshydratation de courte durée n'a jamais causé de tort à quelqu'un, alors qu'une congestion non corrigée sera très problématique chez ces patients-là, parce que la notion de pression de perfusion rénale dépend de cette congestion. La pression de perfusion rénale, c'est l'élément qui va déterminer si on va faire une insuffisance rénale ou pas. Parce que tant que cette pression de perfusion rénale est supérieure à 80 mm de mercure, les reins ont une capacité d'autorégulation et ils ne feront pas d'insuffisance rénale aiguë, fonctionnelle, ni de nécrose tubulaire aiguë par déshydratation, hypoperfusion rénale. Mais quand on est à moins de 80, on sera en dépassement des capacités d'adaptation et là, le risque est majeur. Donc finalement, on a ce seuil à guetter. Dépend de la pression artérielle moyenne. Donc, le cœur aura sa place très importante pour déterminer ce paramètre-là. Et il dépend aussi, de la pression intra-abdominale et de la pression veineuse centrale. Donc, quand cette pression intra-abdominale et la pression veineuse centrale augmentent, on est ici, la pression de perfusion rénale chute, il y a un risque d'insuffisance rénale. Il faut donc qu'on agisse ces deux paramètres-là. Et donc, on est dans un équilibre très difficile entre préserver la fonction rénale et optimiser le volémie à tout prix. Et il faudra forcément faire des choix. Pour nous aider à faire ce choix, cette étude répond clairement à notre question. Qu'est-ce qui est à risque? Bien sûr, la situation la plus à risque, c'est celle-là. Elle est en rouge, où on a une congestion plus une dégradation de la fonction rénale et donc la survie est la moins bonne. Si la meilleure situation, c'est celle qui est en bleu. On n'a ni congestion, ni dégradation de la fonction rénale. Mais il y a les situations où on a un élément et pas l'autre. Et donc, vous voyez que quand on n'a pas de dégradation de la fonction rénale avec une congestion persistante, on a privilégié la préservation de la fonction rénale, on a une moins bonne survie que quand on a oublié un petit moment. C'est le comble pour un néphrologue. Oublier un petit peu le rein et privilégier la correction de la congestion parce que c'est cela qui va protéger le rein, protéger, c'est la déformation professionnelle, protéger la survie de nos patients et ça nous intéresse. Donc, si on a dans cette balance à oser prendre une décision parce qu'on voit que la balance n'est pas parfaite, on va privilégier la correction de la congestion. Et donc, la priorité, c'est d'adapter les diurétiques et de vérifier la volémie, de maintenir une pression artérielle moyenne et des débits acceptables, d'éliminer une autre cause d'insuffisance rénale aiguë, notamment médicamenteuse, de faire intervenir le néphrologue s'il y a un trouble ionique sévère, un OAP réfractaire, urémie qui devient trop élevée ou une hyperkaliémie menaçante peut nécessiter d'autres moyens d'intervention. Et dialyser si on a une insuffisance rénale aiguë qui le nécessite ou si on a une résistance aux diurétiques, une résistance vraie aux diurétiques. Parce que tant qu'on n'a pas utilisé tous les moyens à notre disposition et si on n'a pas utilisé suffisamment d'associations pour et la dose qu'il faut, à donner la dose qu'il faut, notamment en furosémide, oser plus importante. Tant qu'on n'a pas fait ça, on ne peut pas parler de résistance vraie aux diurétiques. Et c'est uniquement quand cette résistance est vraie qu'on a recours à la dialyse, parce que la dialyse est pourvoyeuse de surmortalité. Donc, avec tout ça, bien sûr, rénale aiguë.
Le recours aux techniques d'ultrafiltration ou de dialyse pour terminer. Les recommandations euh, cardiologiques européennes nous parlent d'ultrafiltration qui peut être envisagée si on a une surcharge réfractaire ou qui ne répond pas aux diurétiques. Et donc, pour dire qu'elle est réfractaire, j'insiste sur le fait qu'il faut avoir donné le traitement maximal avant d'utiliser ce terme. Et à ce moment-là, on peut avoir recours à l'hémodialyse, à l'ultrafiltration seule, faire une séance avec un appareil de dialyse sans faire d'épuration. De l'ultrafiltration, la surcharge polémique. On peut avoir recours à la dialyse péritonéale qui aura ses avantages et qui est la technique dans cette prise en charge, et vous allez voir qu'elle peut être très intéressante. Et donc, l'insuffisance cardiaque réfractaire congestive va nécessiter la restriction. Un traitement médicamenteux, d'accord, des diurétiques, et vous voyez que diurétique de Lens, je l'ai mis et je l'ai répété, peut aller à plus de par jour, un diurétique acidique, un épargneur du calcium. Et c'est quand on a fait tout ça et que la congestion est persistante ou récurrente qu'on va aborder ce qui va suivre. Donc, infiltration dans le syndrome cardio-rénal résistant aux diurétiques. Cette ultrafiltration, est-ce qu'elle nous apporte quelque chose? Oui, elle nous apporte une baisse significative de la surcharge. C'est mécanique, l'ultrafiltration a été faite, elle a été contrôlée et on connaît on sait combien on a retiré. Et là, bien sûr, ça sort de façon significative. Est-ce que ça modifie la fonction rénale dans les jours qui peut-être la différence qu'on vous voyez le lot a tendance à être significative, mais il y a un croisement de la ligne éditoriale. Elle ne sort pas comme significative. Tendance. Et est-ce qu'elle modifie la mortalité? Pas du tout. Ça dépend de nos objectifs. On est dans un état de surcharge tellement important qu'il est intolérable. Bien sûr, on va utiliser l'ultrafiltration. Mais si on est dans une situation acceptable, et c'est à nous si elle est acceptable ou non en fonction de l'état de notre patient en personnalisant, ce n'est pas la peine d'insister pour faire de la dialyse. Parce qu'elle ne modifie pas la mortalité, elle va juste permettre de passer un cap en termes de charge. Et c'est pour ça que c'est parfois prudent, parce que on sait qu'elle ne modifie pas la survie et que parfois des incidents peuvent survenir à la séance de. Et donc parfois on a des discussions avec nos collègues cardiologues. Nous avons le même objectif, sauver notre patient. Et parfois nous résistons un peu à la demande de dialyse parce qu'il y a ces données-là. On a les moyens de thérapie de remplacement rénal intermittent, hémodialyse, hémodiafiltration. On a des thérapies de remplacement rénal continu qu'on utilise très peu, qui sont peu tolérées sur le plan cardiaque, mais qu'on utilise très peu parce que sur le plan logique, elles nécessitent une organisation. Si on veut dialyser quelqu'un pendant 24 heures, 48 heures, il faut du personnel dédié, il faut un endroit, il faut éviter les complications de la technique continue, c'est-à-dire une coagulation du circuit qui va aggraver l'anémie et qui va nous rendre la tâche plus difficile, et ainsi de suite. C'est difficile à organiser, mais on le fait de façon exceptionnelle. Et il y a la dialyse péritonéale qui est aussi continue. C'est pour cela qu'elle a tout son intérêt. La dialyse péritonéale, à mettre avec un agent osmotique au niveau de la cavité péritonéale, qui est normalement une cavité virtuelle, avec un certain volume et une certaine concentration de l'agent osmotique, peut être du glucose, du dextrine, qui est un polymère du glucose, des acides aminés, qui vont avoir un effet osmotique pour attirer l'excès d'eau vers la cavité péritonéale. Il y a des formules de calcul qui permettent de connaître la bonne dose, la bonne durée, le bon volume, etc. C'est de la prescription. Et on répète pour, à la fin, retirer l'excès d'eau et ça devient efficace. Et c'est particulièrement intéressant parce que, contrairement à l'hémodialyse, ça ne se fait pas en très peu de temps.
c'est mieux toléré sur le plan cardiaque et nécessite la mise en place d'un cathéter et toute une prescription que je ne détaillerai pas. Et on sait, à travers les registres, nous, service, on adhère à ce registre. Maintenant, donc, on sort nos données et quand on se compare aux autres, et on voit que chez les patients en insuffisance cardiaque qui font hypervolémie et qui sont réfractaires, dans l'année précédente, la dialyse péritonéale, ils ont en moyenne une durée d'hospitalisation de 3,3 jours par patient par mois. Et quand ces patients-là sont mis en dialyse péritonéale, ils passent à 0,3 par patient. Vraiment, c'est une dialyse péritonéale, donc intéressante dans ce contexte. Elle est encore plus terminée, donc elle est encore plus intéressante parce que pas des différences par rapport à l'ultrafiltration. Méthode sanguine, c'est-à-dire les il y a moins d'arythmie, moins de saignement, moins d'infection de cathéter, donc moins de problèmes avec la dialyse péritonéale, si bien que va l'utiliser pour l'amélioration de la fonction, la diminution des réhospitalisations, dans le cas de l'insuffisance cardiaque réfractaire traitement bien conduit à dose maximale. Permet donc d'avoir des résultats significatifs. Vous voyez ici des patients, un traitement par dialyse péritonéale associé au traitement classique et vous voyez avec leur fraction d'éjection qui va s'améliorer par rapport à eux. Et ici, les réhospitalisations. Vous voyez que la survie de réhospitalisation est nettement meilleure que les patients qui... Bien sûr, il y a eu un recrutement basé sur le critère d'inclusion, le caractère réfractaire. En conclusion, l'association d'atteinte cardiaque plus atteinte rénale est, on le sait, de très mauvais pronostics. Mais ce qui la rend de très mauvais pronostics, c'est la surcharge volémique non traitée qui augmente la morbimortalité cardiovasculaire. Donc, il faut la traiter. On va évaluer la sévérité, chercher l'étiologie pour ne pas mettre l'insuffisance rénale, parfois à tort, sur le simple compte de cette congestion. Et il faut insister sur la réalité du caractère réfractaire par le fait qu'on a donné le bon traitement avec les bonnes doses et à la bonne association et discuter les bonnes et les mauvaises indications de l'épuration extra-rénale. L'épuration extra-rénale a sa place dans certaines indications, il ne faut pas y recourir trop facilement. Et pour conclure, la meilleure, c'est le suivi qui fait la survie parce qu'on va adapter à chaque fois et de façon régulière durant les 24 heures et les 48 heures initiales du traitement pour par la suite adopter un traitement au long cours qui permettra la survie du patient. Merci. Merci beaucoup pour cette vraiment belle présentation. Alors moi, j'ai 3 questions. D'abord, la résistance aux diurétiques. Cardiologue, quand est-ce qu'on parle de résistance aux diurétiques? Déjà, sous furosémide, quand est-ce qu'on va penser à introduire l'éthiazidique? Est-ce qu'on va parler de vraie résistance aux... La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un moyen pratique pour dire qu'il faut mettre le pied sur les diurétiques parce qu'il y a le risque vraiment d'aggraver la fonction rénale ou pas la peine de... Parce qu'il faut mieux améliorer les choses, même si c'est aux dépens de la fonction rénale. Et ma troisième question concerne le syndrome cardio-rénal aigu, que les formules classiques ne sont pas, on va dire, valides pour évaluer la fonction rénale. Est-ce qu'on a le droit d'introduire les inhibiteurs SGLT2 parce qu'on ne va pas se baser sur la clairance de la créatinine? Oui, c'est bon. La résistance aux diurétiques est une vraie question. Il faut oser
euh, doubler les doses très rapidement. Donc, si on commence à 40, rapidement 80, 160 et puis 250 sans hésitation. Et donc, on évalue au bout de 2 heures, les diurétiques de lance, par exemple, commencent à agir au bout de 30 minutes à 1 heure. Donc, c'est 30 à 60 minutes. Et au bout de 2 heures, on voit que la durée n'a pas augmenté et qu'on ne pourra pas avoir de balance négative puisqu'on a fait la restriction. Il faut qu'il y ait des sorties. Si on n'a pas les sorties nécessaires, on va à la réévaluation au bout de 2 heures, donner une nouvelle dose et calculer donc les doses cumulées. Quand le patient est déjà en insuffisance rénale et qu'on est sûr que cette insuffisance rénale n'est pas due à autre chose, c'est-à-dire que donc la correction de l'hypervolémie ne va pas aggraver cette insuffisance rénale, on va sauter les premières étapes, c'est-à-dire on ne va pas donner les 40 et 80, on va donner tout de suite 120 et si ça ne suffit pas, ajouter 120 2-3 fois par jour. Et donc, vous voyez que si on donne 120 fois 3, on est déjà à 360. Et donc, ça va vite. Et donc, quand cela ne suffit pas, le deuxième jour, on va ajouter le thiazidique parce qu'on se dira peut-être que ce patient-là a répondu au diurétique, mais à l'étape suivante du circuit dans son néphron, il a réabsorbé. Et donc, on va bloquer cette possible réabsorption. Et si ça ne marche pas, et qu'on a respecté le reste, c'est-à-dire la restriction, le régime sans sel, etc., on va à ce moment-là considérer que c'est réfractaire. Donc ça, c'est le premier élément. Quand est-ce qu'on va baisser les diurétiques? En général, on dit que s'il n'a pas répondu au bout de 48 heures, que la diurèse n'augmente pas, etc., c'est peut-être pas ça qui va aider. Ça ne sert à rien de continuer à l'escalade des diurétiques. Et à ce moment-là, on discute s'il y a nécessité de faire de l'ultrafiltration par un autre moyen ou pas. Et donc, mais la question qui reste déterminante à ce moment-là, quel est le degré de son hypervolémie? Parce qu'il est aussi cardiaque et la dyspnée n'est pas le critère qu'on va évaluer. Les œdèmes des membres inférieurs n'est pas un critère suffisant. Très souvent, ces patients-là sont dénutris du fait de leur maladie chronique et donc l'albuminémie ne va pas suffire. Et c'est là où on va recourir à d'autres moyens d'évaluation de la volémie, particulièrement l'ionogramme urinaire, qui est largement sous-utilisé dans cette situation-là. Il faut qu'on ait un ionogramme urinaire qui va nous aider à savoir, parce que si on trouve que la natriurèse est très basse, ça veut dire qu'il est en train de réabsorber un maximum de sodium et ça va nous aider. C'est le plus basique de niveau d'utilisation de l'ionogramme urinaire. Donc, ionogramme urinaire, et parfois, on a recours à d'autres outils. Nous, dans le service, dernièrement, on utilise très facilement la bioimpédance-métrie qui permet d'évaluer la volémie très facilement. On l'utilisait avant chez l'hémodialysés. Maintenant, on l'utilise plus facilement chez tous nos patients chez qui on a un doute sur l'évaluation de la volémie. Et donc, l'impédance-métrie, l'appareil est maintenant disponible, il n'est pas très cher et l'utilisation est très facile. Donc, c'est un moyen qu'on peut utiliser en pratique. Le syndrome cardio-rénal aigu, est-ce qu'on donne des inhibiteurs de SGLT2? Pas au début. En général, il faut attendre 24 à 48 heures, le temps que le patient se stabilise. Et comme il est en insuffisance cardiaque, tout dépend de ce qu'il avait avant. Et comme il est en insuffisance cardiaque, il va recevoir valsartan, Arni, donc toute la panoplie de traitements. Et on va voir s'il se stabilise. Et à ce moment-là, on peut introduire classiquement cette question, je l'ai moi-même posée dans différents congrès pour voir l'avis de différents intervenants. Et quand je l'ai posée à des cardiologues et à des néphrologues, donc quand ils présentaient ce que je suis en train de présenter aujourd'hui, à chaque fois, j'ai eu une réponse qui, pour simplifier, on le donne oui, absolument, mais à la sortie d'hospitalisation. Puisqu'il était dans une situation aiguë, il était forcément hospitalisé. Et donc, on se prépare. Le jour où on décide qu'il est en état de sortir, il est aussi en état de recevoir l'inhibiteur de SGLT2 qui sera efficace par la suite. L'autre question qui qui accompagne souvent celle-là, c'est le sacubitril. Est-ce qu'on va le donner chez l'insuffisant rénal ou pas? Et donc,
classiquement, quand on lit la notice et on sait qu'on dépasse ce qu'il y a dans la notice, c'est écrit pas d'adaptation de dose dans l'insuffisance rénale modérée, prudence, et on ne dit pas interdiction dans l'insuffisance rénale légère, pas d'adaptation, dans l'insuffisance rénale modérée, prudence, donc surveillance, et en pratique tout le monde prescrit, et pas de preuve dans l'insuffisance rénale terminale, et pas de preuve que ce soit nocif, mais pas de preuve. Donc, c'est aux cliniciens de juger s'ils donnent ou pas. Oui. Non, on est dans un contexte de syndrome cardio-rénal. Et donc, pour nous, le cœur prime. Et donc, on n'arrête pas l'IEC ni la RA2, surtout qu'on va donner dans ce contexte-là de très fortes doses de diurétiques. Ce qui nous dérange en général, c'est l'hyperkaliémie. Mais là, on va donner de très fortes doses de diurétiques et on est en milieu d'hospitalisation et donc de surveillance régulière. Et la kaliémie, on a énormément de moyens maintenant pour agir contre l'hyperkaliémie. Et donc, on préfère garder le blocage du système rénine-angiotensine et faire le nécessaire pour corriger l'hyperkaliémie. Une petite question par rapport à ce monitoring de la natriurèse en insuffisance cardiaque chronique. On a parlé juste là, mais comment faire en pratique? Parce que nous, on a vraiment besoin d'un néphrologue à nos côtés tous les jours, mais on a des patients sous forte dose de l'Azélix. On voit que la veine cave elle est un petit peu dilatée, les pressions de remplissage qui sont un petit peu élevées. On a bien envie d'augmenter les doses de diurétiques, mais déjà sous forte dose. Comment avoir un seuil de cette natriurèse qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser en pratique? Oui. Donc, il y a d'abord, tant qu'on est à moins de 250 mg de furosémide, il faut oser. Parce que dans toutes les études, c'est ce seuil-là qui était déterminant et à partir duquel on commence à craindre l'effet d'une hypovolémie, d'installation brutale par rapport à la situation de base. Et donc, tant qu'on est à moins de 250. Et puisque j'ai ce seuil-là, je peux adopter l'attitude d'approcher le 250 et de ne pas dépasser, et à ce moment-là, d'ajouter un thiazidique. Comme ça, je n'aurai pas dépassé ce seuil-là, mais une fois hospitalisé, je peux le dépasser. Donc c'est à partir de 250 000. Il y a tellement de perturbations hydroélectrolytiques qui s'installent que peut-être qu'il faudra collaborer dans la gestion des patients sous. Excusez-moi, j'ai une question concernant le spironolactone, cas d'insuffisance rénale, parce qu'on voit que pas mal de néphros arrêtent le spironolactone chez nos patients qui en ont besoin. On sait qu'il faut surveiller la kaliémie, mais est-ce qu'il faut l'arrêter ou il faut le maintenir et surveiller bien sûr la kaliémie et à quel rythme? Question très importante, pertinente, parce que c'est la vraie vie. Et dans la vraie vie, peut-être qu'on a tort d'arrêter trop facilement la spironolactone, mais en même temps, il y a eu des études qui ont montré une surmortalité chez l'insuffisant rénal sous spironolactone, tout simplement les morts subites dues à des hyperkaliémies. Et c'est ces patients-là qu'il faudra reconnaître. Mais si un patient a des kaliémies acceptables, limite supérieure, voire hyperkaliémie modérée, et que c'est stable et qu'il n'a pas d'écart de régime qui peuvent donner une hyperkaliémie menaçante à un moment donné, on doit accepter cela. Il y a eu un piège venant de la littérature scientifique qui avait montré que sous spironolactone, globalement, ces patients-là ont une hyperkaliémie ont une kaliémie significativement plus élevée que ceux qui ne recevaient pas de spironolactone. Et dire ça à un néphrologue, ça entraîne un réflexe d'arrêt du médicament. Mais est-ce qu'une augmentation de 2000, parce que là, ça s'est fait sur des cohortes très grandes, et sur des cohortes très grandes, une variation de 0,2 milli-équivalent par litre sortait comme significative. C'est une signification statistique. La pertinence clinique d'une variation de 0,2 n'est pas très importante. Elle est très importante quand on a une kaliémie à 6, passer à 6,2, c'est dangereux. Mais quand on est à 4,6, passer à 4,8 ou 4,8, passer à 5, ce n'est pas du tout dangereux. Donc, on va
essayer de continuer pour ceux qui ne dépassent pas souvent le 5,5. Pardon, moi, dans le même... Dans l'hyper... Arrêter. Avis par rapport à la créativité. Dans l'obligation d'arrêter. Là, j'allais montrer une diapo, mais c'est pas grave, je vais le dire oralement. Il y avait une diapo. Donc, on va définir l'insuffisance rénale aiguë. Finalement, et quelqu'un qui a une fonction rénale de base altérée peut lui aussi faire une insuffisance rénale aiguë. J'utilise parce que très souvent, on a la tendance à classer les patients en fonction rénale normale, insuffisance rénale aiguë et chronique. Mais il y a aussi le chronique qui fait une acutisation. Et donc, dans la définition d'insuffisance rénale aiguë, ce n'est pas le chiffre, c'est la variation. Et donc, je vais... Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit quand on parle de créatinine? On parle de créatinine, on définit l'insuffisance rénale aiguë par une augmentation supérieure à 25% ou une baisse du débit de filtration glomérulaire supérieure à 25%. Donc finalement, c'est 25%. 25% chez quelqu'un, c'est très rapide. Quelqu'un qui a 12 mg par litre de créatinine, 25%, c'est passé de 12 à plus de 15. Et on a tendance à banaliser cette situation. Alors que quelqu'un qui est à 30 mg par litre, s'il passe à 35, il n'a pas augmenté de 25%. Donc vous voyez qu'en valeur absolue, de passer de 30 à 35, c'est supérieur à passer de 12 à 15. Mais c'est dans la deuxième situation que c'est aigu. Donc parlons plutôt pourcentage de variation. Et si on dépasse une variation, une augmentation supérieure à 25%, c'est une insuffisance rénale aiguë. On va surveiller la diurèse parce que la diurèse, si elle est inférieure à 0,5 ml par kilo par heure, on est en train d'aggraver son insuffisance rénale. Et le prochain chiffre qu'on n'a pas encore vu sera plus élevé. On n'a pas la chance d'avoir un marqueur comme la troponine qui varie rapidement après un événement aigu. La créatinine ne sera plus élevée que dans 36 à 48 heures. Et donc, à ce moment-là, si on voit que la tendance est vers la variation, on va plutôt se baser sur cette diurèse et sur l'ionogramme urinaire. Parce que l'ionogramme urinaire va nous dire combien il a éliminé de déchets, pour être simpliste, dans les urines. Et cela va se refléter par la suite au niveau sanguin. Et ça nous encourage encore plus à utiliser l'ionogramme urinaire. Ma question finale, donc, est-ce qu'on peut introduire l'aldactone en dessous de 30 de tolérance? Oui. Oui, avec les conditions nécessaires. Avec les conditions nécessaires. Ce n'est pas une autorisation absolue, mais si quelqu'un tourne autour de 5 milli-équivalents par litre de potassium, c'est une hyperkaliémie stricto sensu, mais on va plus gagner à le donner. Et en général, on dit que les reins, Dieu a créé les reins Dieu a créé le cœur pour pomper du sang dans les reins, et les reins vont l'épurer. Et donc, s'il ne pompe pas très bien, on ne va pas rien épurer. Donc, si la spironolactone va nous aider, oui. C'est Tariq, est-ce que le pathéromère peut changer un peu l'attitude vis-à-vis de cette hypercalémie qui est une menace parfois? On est limité dans les prescriptions. Oui. Je ne sais pas, est-ce que vous avez une idée sur son efficacité sur oui. Malheureusement, on n'a pas encore tous les nouveaux anti-hyperkaliémiants sur le marché marocain, mais toutes les études maintenant passent facilement par
par les hypokaliémiants en passant de l'un à l'autre. Et les nouveaux sont très efficaces. Et ils sont en train de modifier les recommandations de prise en charge de nos patients parce que le frein qui était représenté par l'hypercalie maintenant est facilement surmonté. Les outils qu'on a pour corriger l'hypercalémie classiquement sont souvent, on en a peur chez l'insuffisant cardiaque en tant que néphrologue. Je ne vais pas utiliser de perfusion de bicarbonate pour faire passer du potassium de milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire parce que j'ai peur de la surcharge. Donc les bêta-2 mimétiques, on n'a pas l'habitude de les utiliser de façon très fréquente. Les diurétiques, parfois, c'est réfractaire. Et on est en train de dire que les différents moyens à notre disposition ne sont pas efficaces. Et parfois, pour lutter contre l'hypercalémie, on a recours à la dialyse. Alors qu'avec les hypocalémiants de nouvelle génération, c'est beaucoup plus pratique et la vie devient plus simple. On ne sait pas à long terme ce que ça va donner. En milieu néphrologique, il y a eu une réticence initiale vis-à-vis de ces médicaments parce qu'ils utilisent des métaux lourds. Et on a une mauvaise expérience avec les métaux lourds, notamment avec le lanthanum, etc., en milieu néphrologique, parce que ça avait donné des encéphalopathies dues à l'aluminium, certaines atteintes qui étaient dues à des métaux lourds dans l'histoire de la néphrologie des 30 dernières années. Quand des médicaments utilisant des métaux lourds sont arrivés, il y a eu une réticence, mais maintenant c'est adopté partout et j'espère qu'on les aura rapidement. Si, j'ai oublié. Ah là là, si. Pas forcément. Non, mais ça. Merci pour la perche, parce qu'il n'y a pas que le caoxalate. Les résines échangeuses de potassium, en général, sont utiles par voie orale ou par voie rectale. On l'oublie souvent, parfois chez certains patients, mais une sonde nasogastrique, même chez quelqu'un qui ne peut pas avaler, est facilement posée et on peut l'utiliser. Mais on nous dit c'est un échange de potassium contre du sodium. Et donc, c'est pour cela qu'on ne l'utilise pas facilement. Mais il faut savoir que sur le marché marocain, il y a des résines échangeuses contre du calcium. Et donc, calcium sorbistérite, résine calcio, sont des médicaments qui échangent du potassium contre du calcium. Et donc là, on ne craint rien. Une petite question par rapport au glyphosine. J'ai l'impression que des fois, même les néphrologues résistent à cette molécule. Alors que nous, on est BA devant cette molécule et content. Devant un malade cardiaque, diabétique, protéinurique, on la met. Une fois qu'il voit son néphrologue, il lui dit « Ah ouais, c'est un médicament nouveau, machin. » Je veux dire, oui. est-ce que cette controverse, elle va parler de cette molécule-là? La fameuse controverse? Cette controverse, là, pour les inhibiteurs de SGLT2, c'est tranché. C'est plié. Ça vient de nous. On appelle ça dans notre milieu le rénalisme. C'est-à-dire parce qu'il y a une atteinte rénale, on freine et c'est pas bien. Donc, c'est vous qui avez raison. Professeur, votre excellente présentation.